Alors le 22 septembre seront présentées les ordonnances au Conseil des ministres, puis l'Assemblée nationale ratifiera l'application de ces ordonnances. Et j'ai sur le plateau Sylvain Maillard, député de la première circonscription de Paris, du groupe La République En Marche. Merci d'être venu à notre rencontre. C'est un petit nouveau sur nos plateaux. Merci pour votre invitation. Je suis ravi de faire votre connaissance et d'essayer de répondre à vos questions. Alors, ce que ne comprennent pas bien les visiteurs de nos salons que nous voyons depuis peu, puisque le premier salon du semestre était au mois de septembre, et vous imaginez bien que les ordonnances qui sont dans l'actualité ont été aussi beaucoup dans l'actualité de nos visiteurs. Et il y a une morosité ambiante, parce qu'honnêtement, ça ne met pas le sourire à l'ensemble des élus et mandatés qui visitent nos salons. Ils ne comprennent pas bien comment, en enlevant des prérogatives ou en changeant les prérogatives des institutions représentatives du personnel, on va créer de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et comment cette antienne qui vise à dire c'est en licenciant plus facilement qu'on va embaucher plus facilement, va créer des emplois, alors que depuis des années on essaie, et depuis des années la courbe du chômage ne s'inverse pas, bien au contraire. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que nous avons changé d'époque. Je vous le dis vraiment parce que le simple fait, la seule incarnation et notre discussion d'avant le montre. On a changé d'époque avec toute une nouvelle majorité, une nouvelle approche des problèmes. On a un programme, le programme d'Emmanuel Macron sur lequel nous avons été élus, qui est composé de plusieurs briques. La première brique, en tout cas du point de vue économique. La première brique, c'est cette transformation du contrat, ce qu'on appelle contrat de... j'aime pas trop l'application. Je dis le vrai terme, en fait, c'est la relation, le dialogue social dans l'entreprise. Parce que c'est la première brique. Ensuite, on va attaquer la formation professionnelle, la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage, puis la réforme des indemnités chômage et l'organisation des indemnités chômage, une loi entreprise très ambitieuse. Et l'ensemble de ces briques doivent se voir dans une totalité. Parce que nous, notre objectif, il est très simple. Et en 2022, on sera jugé que sur une seule chose. A-t-on remis les Français au travail? Est-ce qu'on a retrouvé du travail pour tous? Est-ce qu'on arrive à un taux de chômage que nous, on dit autour de 7%? C'est pour ça que nous avons été mandatés, c'est pour ça que nous sommes élus, clairement. Donc, cette loi, évidemment, je vais répondre point par point à votre question, mais il faut toujours la voir. J'aime bien cette image. Il ne faut pas regarder la tâche, il faut regarder la girafe en entière. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que est-ce que cette seule loi sur la relation, sur le dialogue social va créer massivement de l'emploi? Non. Je vous le dis clairement, non. C'est une des briques qui permet de recréer de la confiance dans notre système pour que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, dont je fais partie, parce que je suis moi-même chef d'entreprise, je suis député, mais aussi chef d'entreprise, aient confiance pour investir dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, par exemple, je m'insurge contre l'idée du carnet de commandes. Je pense que c'est une idée très passéiste. Un chef d'entreprise, évidemment, emploie en fonction de son carnet de commandes, ce qu'on appelle carnet de commandes, mais il emploie aussi, il embauche parce qu'il a envie, il a confiance, il a envie de fonctionner avec des nouveaux marchés, il a envie d'investir, que ce soit la TPE-PME, parce qu'il a ce sentiment profond qu'il est porté par un système économique qui lui est profitable. Et ça, en tout cas dans les lois sociales que l'on avait, dans ce code du travail qui est illisible, honnêtement, personne ne le connaît ce code du travail, à part quelques avocats spécialistes du droit du travail, personne ne le connaît. On a besoin de le simplifier, et une des images que j'aime beaucoup, c'est d'abord, premièrement, on a créé pour une fois, on a pensé d'abord aux PME et TPE, pas aux grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles ont déjà des représentants syndicaux. Les grandes, elles sont déjà organisées. Les petites entreprises, moins de 4% ont des représentants syndicaux. Donc en fait, le dialogue social, il n'existe pas. En tout cas, il existe sous une autre forme. Une forme parfois paternaliste, mais finalement assez peu dans les petites entreprises sur un vrai dialogue social de responsabilité. Et nous, on a voulu créer ça. C'est-à-dire, plutôt que la loi qui tombe directement et qui s'applique à toutes les entreprises, que vous soyez une énorme multinationale ou un petit boucher, chacun s'organise. En tout cas, on le laisse sur des thématiques d'organisation du travail concrètes. On préfère le contrat plutôt que la loi. Ça, c'est vraiment la philosophie de notre 36 mesures et sur ces 5 ordonnances. Sur ce point-là, il y a un point qui échappe à la plupart des élus et mandatés. Comment vous allez pouvoir être conseiller et avoir une référence quand vous allez avoir un code du travail par entreprise? Parce que donner la négociation dans l'entreprise et donner la priorité à la négociation là où ça se passe, c'est-à-dire sur le terrain, c'est avoir des accords différents dans chaque entreprise, c'est avoir un code du travail par entreprise. Alors, voilà, merci beaucoup, parce que là, ça me permet aussi d'expliquer clairement.
On a eu une grande partie de notre opposition qui s'est matérialisée sur cette image du code de la route pour chaque rue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi restera la loi. L'organisation, les 35 heures, la gestion globale du contrat de travail restera du domaine de la loi. Ensuite, il y aura les branches. Les branches organiseront la négociation sur tout un tas, entre autres la formation professionnelle, tout un tas de mesures qui relèveront de la branche. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'entreprise? Par exemple, ici, on est dans un salon. Beaucoup d'entreprises, peut-être, sont amenées à travailler, par exemple, le dimanche, s'organiser de façon différente. L'organisation des primes. Beaucoup d'entreprises ont des salariés, surtout dans la nouvelle technologie, très jeunes. Et pourtant, dans leur branche, il y a uniquement des primes au départ à la retraite. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Ça ne les intéresse pas. Ce qui est intéressant pour eux, par contre, c'est une prime pour garder leurs enfants le soir, une prime pour la crèche, ou organiser au sein de l'entreprise, dire voilà, pour tel type de collaborateurs, ou l'ensemble des collaborateurs, on aura des places en crèche en fonction de telle mesure, et ce sera un dialogue organisé entre le chef d'entreprise et les salariés. Ça existe déjà, alors, ça existe, vous avez raison, ça existe dans très peu d'entreprises. La réalité des choses, c'est que c'est le patron qui décide et qui en discussion one-to-one avec les principaux collaborateurs, en règle générale, ou ceux avec qui il a le plus d'affinité, discute là-dessus. Mais la vraie raison de cette loi, c'est avant tout ça. C'est-à-dire de créer du dialogue social, d'organiser, de fédérer au sein de l'entreprise un vrai dialogue avec le patron. Parce que moi, je crois, et je vous le dis, je suis un patron de PME, hein, j'ai 70 salariés, je vous le dis très clairement, et je le reconnais, on a aussi une tendance à pas avoir forcément l'habitude d'avoir un dialogue social organisé. Quelque part, nous le craignons aussi. En tout cas, je dis nous, là je sors de ma casquette de député pour reprendre celle de chef d'entreprise. On le craint un peu parfois, ce dialogue social. Il faut le renforcer. On a besoin. La richesse de nos entreprises, ce ne sont que nos salariés. Ce ne sont que nos salariés. Donc on a besoin de les garder, on a besoin de les former, on a besoin de les monter en capacité, on a besoin qu'ils nous challengent en permanence. Et donc ce dialogue social, on a besoin de l'organiser. Et nous, en tout cas, c'est l'optique dans laquelle on a pris cette première mesure, qui est des ordonnances, donc quelque chose de fort, qui est immédiatement applicable. Vous l'avez eu la gentillesse de le rappeler dès cette semaine. Je crois que c'est mercredi, donc le 21. Elle sera en Conseil des ministres. Le 22. 22 alors. Le 21, c'est la manif. Oui, c'est le 22. En tout cas, sera tout de suite mis en œuvre pour qu'à la fin du mois, on puisse le décliner. Après, ce sera aux partenaires sociaux dans l'entreprise, aux acteurs de s'en saisir. C'est pas nous qui allons nous en saisir, c'est pas les députés, hein, qu'on soit bien clair. C'est à eux de s'en saisir. Et c'est la première brique pour créer cette confiance. Je crois que cette confiance déjà est revenue avec l'élection d'Emmanuel Macron. On a senti un changement d'air, ça c'est très clair. Mais on a besoin d'empiler, je dirais, les briques les unes après les autres pour créer l'emploi, redonner le dynamisme. On est à 1,6 de croissance, on s'en réjouit, ça nous donne des marges de manœuvre, mais honnêtement, on est en retard par rapport à nos principaux partenaires européens. Il faut qu'on renforce le dialogue social, parce que si on ne met pas le dialogue social à la base de l'entreprise, la discussion, on perd de l'agilité. On a besoin d'agilité pour nos entreprises. Alors, le deuxième point qui est très mal compris par les représentants du personnel, c'est la mise en place de la rupture conventionnelle collective. Alors déjà, la rupture conventionnelle, ça avait été un effet d'aubaine pour certains patrons qui avaient pu se débarrasser de pas mal de personnel en sortant le chéquier. Certains salariés, hein. Je tiens à vous dire. Certains salariés. Dans bon nombre de cas, ce sont les salariés, c'est à l'initiative des salariés qu'il y a une rupture conventionnelle. Hein. Oui, mais dans beaucoup de cas, c'est aussi le patron. Et là, en initiant la rupture conventionnelle collective, nettement, je ne vois pas des collectifs de salariés aller négocier ensemble avec le patron pour sortir. Là, c'est nettement le patron qui ne veut pas pratiquer un PSE et qui va ouvrir la porte en disant combien, barrez-vous, quoi. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. On commence à être percuté par une révolution très forte, la révolution numérique. On commence juste à en voir le début. Je pense que dans ce salon, vous devez avoir plein de visions du début, des changements profonds. On va être percuté, on va perdre énormément d'emplois. Et je vous le dis, en vous regardant, on va perdre énormément d'emplois. Dans plein de domaines qui sont extrêmement protégés. Les banques, les assurances, les mutuelles par exemple. Des domaines très très protégés pour le moment. Dans quelques années, on va perdre énormément d'emplois. C'est ainsi.
Il y a deux possibilités. Ou bien on dit non, on veut que le monde reste monde comme ça a toujours été, et on va bloquer, on va arc-bouter pour rendre les licenciements impossibles, les changements impossibles, que l'entreprise ne puisse pas se réinventer. Ou bien, nous, c'est notre idée, c'est qu'on arrête de protéger les emplois, on va protéger les hommes et les femmes. Et pour les protéger, on va mettre énormément d'argent sur la table, sur la formation professionnelle. C'est un domaine dans lequel je vais profondément, moi, à titre personnel, m'investir. C'est un des grands chantiers du début de l'année prochaine, 2018, parce que l'avenir profond, c'est de se former tout au long de sa vie. Je vais vous donner juste un exemple. Plus de 50% des emplois en 2030 n'existent pas à l'heure actuelle. Il y a deux possibilités. Ou bien on reste bloqué en disant les sociétés ne peuvent pas bouger. Et comme Kodak, moi je prends toujours cet exemple Kodak que j'ai connu jeune, extraordinaire société qui est morte parce qu'elle a refusé l'évolution technologique. Ou bien on décide que oui, on va être percuté, oui, ça va être dur, oui, on va avoir des moments très compliqués, oui, on va avoir des plans sociaux importants. Ça, c'est évident. Mais en même temps, si on est capable de rendre chacun d'entre nous employable, chacun d'entre nous agile dans sa carrière, dans ses statuts, de faire aussi ce qui nous plaît, d'être beaucoup plus mobile, pas uniquement géographiquement, mobile dans notre capacité à nous inventer, à nous réinventer notre vie au travail. Moi, je crois que c'est ce domaine-là dans lequel il faut investir. Et donc, on va mettre 15 milliards sur la table, on va réformer profondément la formation professionnelle, parce qu'il n'y a que ça qui fera une protection et qui nous rendra plus forts, parce que notre objectif, c'est quand même de délivrer une France en 2022-2030, d'être au top du top. Alors après, l'autre inquiétude, puisque le temps nous est un peu compté, et puis le vôtre aussi, l'autre inquiétude, c'est cette réforme de l'assurance chômage. Vous venez de dire on va perdre beaucoup d'emplois. Oui. Comment on va rémunérer les gens qui vont perdre leur emploi si on réforme l'assurance chômage à minima? Il n'y a pas de réforme du chômage à minima, pas du tout. Pour nous, l'organisation de Pôle emploi, la réforme du chômage, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'il faut que nous soyons capables de vous protéger tout au long de votre vie. On ne peut pas avoir, comme on l'a aussi à l'heure actuelle, on voit que les disparités ne font que grandir entre ceux où la mondialisation, tout va bien, la mondialisation heureuse, et puis ceux qui sont laissés sur le bas-côté. 80% de nos chômeurs à l'heure actuelle en France, un tout petit peu plus que 80%, ont moins que le bac en formation. On a un problème fondamental de formation professionnelle. Ici, à Paris, on est à Paris, il y a très peu de chômage. On a une catégorie très importante de cadres. Il y a très peu de chômage. On a un chômage quasiment frictionnel. Donc, on a sur certains bassins d'emploi, par contre, moi je suis d'Argenteuil, hein, mon entreprise est à Argenteuil, à côté de la dalle d'Argenteuil, on a plus de 40% d'actifs qui sont au chômage. Donc, je dirais la réponse ne sera pas la même partout sur le territoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le chômage et la période dans laquelle vous tombez au chômage ne doit plus rester un no man's land uniquement d'indemnisation. Et puis on attend une formation, on attend quelque part un peu le miracle d'une lecture compliquée du monde du travail. On a besoin que ça devienne beaucoup plus actif. Je passe beaucoup de temps en Allemagne, hein, de part de ma culture et de mon histoire. Je passe beaucoup de temps en Allemagne et je vois la différence. À quel point quelqu'un qui tombe au chômage, d'abord c'est souvent vraiment une période très très difficile psychologiquement, dans sa famille. C'est vraiment compliqué. Et donc il faut qu'il y ait un accompagnement. On ne peut pas laisser quelqu'un uniquement dire tu passeras, tu pointeras, tu prendras tes indemnités chômage et puis on verra quand on aura le temps pour trouver une formation. Il faut qu'on le prenne en main. Il faut qu'on donne des moyens à Pôle emploi de le prendre en main. Il faut qu'on donne des moyens, mais aussi une obligation de résultat à Pôle emploi. Parce que quelqu'un qui est au chômage, non seulement c'est un drame personnel, mais c'est aussi un drame pour nous, société, parce que pendant ce temps-là, il ne cotise pas, il affaiblit notre système, il s'affaiblit lui-même. Donc nous, on va tourner notre système, notre organisation, d'abord, pour plus que ce soit uniquement ceux qui travaillent, qui cotisent au chômage, que ce soit la société tout ensemble, toutes les richesses produites par la société qui paye cette indemnité chômage, parce que c'est un risque comme un autre, comme un risque d'incendie, le risque du chômage. Et puis cette volonté profonde qui va être la nôtre, qui va nous porter de dire il faut qu'on donne le maximum de chance à un demandeur d'emploi de retrouver un emploi et donc de mettre tous les moyens dès le début, dès la première semaine, pour que celui-ci fasse un bilan. Moi, je suis très attaché par exemple au bilan de compétences. Je pense que c'est fondamental. Chacun d'entre nous doit faire régulièrement des bilans de compétences. Savoir où il est dans sa vie, savoir où il est dans son travail, savoir ce qui lui manque pour évoluer dans son travail. Je pense que c'est des choses fondamentales. Quelqu'un qui tombe au chômage, dans cette première semaine, 2 semaines, il doit pouvoir s'arrêter, prendre une pause et réfléchir à son avenir. Est-ce qu'il va rester dans le même domaine? Peut-être qu'il va retrouver très rapidement. Est-ce qu'il va rester dans le même bassin d'emploi? Peut-être qu'il va retrouver très rapidement. Mais peut-être que c'est aussi un moment pour lui, une respiration de se dire j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'être quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il faut s'en saisir parce que, et j'aime bien cet exemple, je vous redonne la parole juste après, je parle longtemps, je m'en rends compte.
Un vrai politique. J'ai passé du temps avec Thierry Marx, vous savez, le chef cuisinier, qui a monté beaucoup d'écoles, d'écoles de cuisiniers, et qui m'a dit, et c'est quelque chose qui m'a marqué, il me dit, moi je passe beaucoup de temps, avant de lancer un module de 12 semaines pour apprendre à n'importe lequel d'entre nous à faire de la cuisine, je passe beaucoup de temps, enfin mes équipes passent du temps à définir son projet. Parce qu'il me dit, tu sais, quelqu'un qui aime faire la cuisine, tout le monde aime faire la cuisine. Par contre, quelqu'un qui aime faire la cuisine après avoir fait 4 heures d'épluchage de carottes, il n'y en a plus beaucoup. Et ça, je pense que c'est fondamental. On peut aimer quelque chose, mais est-ce qu'on a bien intégré le positif et le négatif ? Et ça, ça fait partie du projet et il y a des outils pour ça. Et ça, on ne l'utilise pas suffisamment. Donc, on va mettre massivement de l'argent pour former les gens, pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail. Mais on va lui demander aussi derrière du résultat, c'est-à-dire s'investir dans cette formation. Et puis aussi, parce qu'on en a aussi, d'arrêter, dans certains cas, de refuser des offres d'emploi parce que le chômage, parfois, c'est vrai que ça peut être mais on connaît tous des abus. C'est ça qui fragilise notre système. Nous, on a besoin de mettre de l'argent, des moyens, mais on a besoin en face de nous de personnes qui s'investissent pleinement dans cette réussite. Alors, c'est vraiment terriblement dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour converser, parce que c'est le format qui veut ça. Mais je m'engage à vous réinviter sur le salon du semestre prochain, où les ordonnances donc seront applicables, puisqu'on sera au mois de mars. Et on fera un format un peu plus long, sous forme de débat, où vous pourrez vous exprimer pleinement, où je pourrai vous poser toutes les questions que j'ai envie de vous poser, mais là on n'a pas le temps. Mais je vous remercie sincèrement d'être venu, jeune député élu pour la première fois. On a eu des vieux briscards ici, hein. On a eu Maxime Grémetz, on a eu Jean Lassalle, on a eu Jean-Frédéric Poisson, on en a eu beaucoup. Mais un jeune élu comme ça pour la première fois, merci beaucoup, et d'autant plus dans un groupe qui soutient un projet qui n'est pas soutenu par la majorité de nos visiteurs. Je dis chapeau. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, on se voit en mars alors. On se voit en mars.